Travailleurs au front et premiers de corvée, qui a été exposé au virus? Alors, parmi les bouleversements du travail depuis le début de l'épidémie, il y a l'irruption du risque d'attraper la maladie. On se rappelle comment la question du travail, de son organisation en lien avec ce risque, est devenue centrale pendant le premier confinement, au printemps dernier. On a parlé de premiers de corvée, de travailleurs au front, de première ligne, d'engagés du Covid, autant d'expressions pour désigner finalement les personnes qui ont dû continuer à se rendre sur leur lieu de travail au plus fort de l'épidémie. D'après la première vague de l'enquête EPICOV, qui a été conduite par l'INSERM et l'adresse auprès de 135 000 personnes, plus de 2/3 des personnes en emploi avant le premier confinement ont dû continuer de se rendre sur leur lieu de travail, au moins partiellement, entre la mi-mars et la mi-mai 2020. Beaucoup exerçaient bien sûr une profession dite essentielle, mais pas que. Il y avait aussi par exemple les coursiers, les livreurs, les taxis, les chauffeurs VTC qui ont dû continuer leur activité professionnelle pour des raisons vraiment économiques. Les professionnels du soin, bien sûr, ont été particulièrement exposés et à la mi-mai, ils étaient déjà 2 fois plus nombreux à avoir été infectés que la moyenne de la population. Parmi les autres professions directement exposées, on peut penser aux pompiers, aux secouristes, mais il y a aussi les personnes qui peuvent manipuler des matières contaminées, les agents de service des hôpitaux et des EHPAD, certains métiers du funéraire et les agents de propreté. Les contacts réguliers et rapprochés avec le public ont par ailleurs été le quotidien des caissières, des aides à domicile, des travailleurs du social et des agents de sécurité. Et pendant plusieurs semaines, ces personnes ne disposaient pas de protection individuelle, en particulier les masques qui ont si cruellement manqué même aux soignants. Enfin, le travail en milieu fermé, avec peu de distance entre les collègues, a favorisé la transmission du virus. Ça a été le cas dans les abattoirs où sont survenus un certain nombre de clusters. Et alors, les femmes, les immigrés et les bas salaires ont-ils été plus exposés? Alors, les femmes ont effectivement été très majoritaires, enfin le sont, dans beaucoup de professions qui sont les plus exposées. On a parlé bien sûr des infirmières, des aides-soignantes, les aides à domicile et les caissières notamment. Puis il y a d'autres professions qui sont typiquement masculines, comme les livreurs, les coursiers, les taxis, les conducteurs de transport. Parmi les agents d'entretien, qui est une profession à bas revenus, non seulement 3/4 des personnes sont des femmes, mais les immigrés et leurs enfants sont également surreprésentés. Alors, dans le même temps, le travail à la maison, le télétravail, lui, a permis une mise à l'abri temporaire, avec de fortes inégalités sociales. Toujours d'après l'enquête EPICOV, près de la moitié des cadres ont bénéficié du télétravail total pendant le premier confinement, contre seulement 8% des employés peu qualifiés et moins de 1% des ouvriers non qualifiés. À l'inverse, le travail à l'extérieur du domicile, sans télétravail possible, concernait environ 4% des employés peu qualifiés et seulement 15% des cadres. Mais quand on parle d'inégalité, il faudrait aussi prendre en compte la force des collectifs de travail, les différences géographiques de circulation du virus et aussi, s'agissant du risque de décès, l'âge. Donc, l'état d'urgence et les mesures de distanciation sociale ont globalement limité les possibilités d'intervention des représentants du personnel et donc le pouvoir de négociation des salariés et l'exercice du droit de retrait. Certaines mobilisations collectives ont pourtant abouti, mettant l'employeur face à son obligation de sécurité. Ça a été le cas par exemple à la Poste et chez Amazon. Finalement, concernant le poids de l'âge dans le risque des formes graves de Covid, il est important de rappeler l'importance du parcours professionnel. On sait que les expositions cumulées aux poussières et au travail de nuit, par exemple, favorisent le développement de comorbidités telles que l'asthme, des affections respiratoires, l'obésité, l'hypertension. Et on voit bien donc ici comment le temps relativement court de la crise se raccroche au temps long des parcours. Après ce premier confinement, comment la situation a-t-elle évolué? C'est très difficile à dire. On a quelques certitudes, mais pas beaucoup. Comme celle que la majorité des enseignants a travaillé à distance pendant le premier confinement, mais que la plupart d'entre eux étaient revenus au travail avant l'été ou au plus tard à la rentrée de septembre. En dehors de ça, les mesures collectives décidées par l'État, notamment celles concernant le télétravail, ont été à géométrie variable, dans leur contenu comme dans leur application. Non seulement d'une phase à l'autre de l'épidémie, on se rappelle qu'il y a déjà eu 3 phases de déconfinement après le premier confinement, mais aussi d'un secteur d'activité à l'autre et d'une entreprise à l'autre. Les possibilités de se protéger pour les personnes dites vulnérables à cause de leur âge ou de leur état de santé ont aussi changé au cours du temps. Au mois de juin 2020, on estimait qu'environ 3 millions de salariés pourraient bénéficier du dispositif d'activité partielle pour raison de santé. Or, et c'était majoritairement des employés et des ouvriers, il faut le noter.
Or, une révision du décret qui est survenue fin août a beaucoup réduit leur nombre. Mais bien sûr, l'expérience du travail par temps de crise ne se résume pas à la possibilité de se mettre à l'abri du virus. Travailler à la maison peut déborder sur la vie personnelle, sur la vie familiale. Rester au chômage technique plusieurs mois est source de perte de revenus et aussi d'incertitude quant à l'avenir professionnel, sans parler de celles et ceux qui ont perdu leur emploi ou qui n'ont pas pu en trouver à cause de la crise. C'est donc bien aussi une crise du travail. Et les effets de ces transformations sur les inégalités de bien-être et de santé sont loin d'être épuisés par la seule question d'attraper ou non le Covid. Pour les comprendre et pour comprendre leur caractère dynamique et multiple, on a besoin d'enquêtes longitudinales qui suivent pendant un certain temps une partie de la population pour recueillir leurs conditions de vie et leur expérience de la santé. On vient de voir comment diverses catégories de population voient ou ont vu leurs conditions de travail affectées par la crise sanitaire, et cela peut encore durer. Dans ces conditions, comment le travail peut-il se trouver transformé pendant et au-delà de cette période de crise ?